Quand la guerre a éclaté, justement, vous l'avez dit tous les deux, on s'attendait à une explosion des cyberattaques sur nos entreprises et nos organisations. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'attendait à une explosion des cyberattaques et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Alors là, en fait, on avait déjà une bonne documentation par le passé, etc., des attaques, on va dire, russophones, issus de services de renseignement russes, etc. On avait déjà vu ce qu'ils avaient fait, par exemple, sur TV5 Monde ou d'autres réseaux informatiques. Et la Russie était classée parmi un peu les meilleurs au monde en termes de capacité cyber, que ce soit d'ailleurs offensive ou même défensive, en termes d'éditeurs d'antivirus ou autres. Ils ont des véritables joyaux. Ce qui s'est passé, c'est une guerre qui est arrivée. On a vu des attaques, beaucoup d'attaques, quelques très bonnes attaques. Donc le jour même de la guerre, ils ont lancé notamment 2 attaques qui retiennent un peu l'attention. C'est la première, c'est une attaque contre ce qu'on appelle des modems satellitaires. C'est comme votre box ADSL, sauf que ça communique via un lien satellite, donc avec un satellite. Et ces modems satellitaires étaient utilisés en tant que lien de sauvegarde sur des communications ukrainiennes, notamment gouvernementales et militaires. Et donc, le jour de l'invasion, qu'est-ce qu'ont fait les Russes ? Ils se sont dit, on va déployer ce qu'on appelle un wiper. Alors, on va utiliser souvent ce mot aujourd'hui. C'est un petit programme, en fait, qui sabote du matériel informatique. Donc, il va réécrire des données comme un ransomware, sauf qu'il n'y a pas de clé. Et donc, là, l'idée, c'était d'envoyer ces petits programmes sur l'ensemble des modems associés à ce réseau satellitaire et de les saboter. Comme ça, il n'y avait plus besoin on pouvait plutôt l'armée ukrainienne, si elle avait ce lien de sauvegarde, pouvait plus communiquer parce que il y avait plus. Donc l'objectif c'était d'empêcher l'armée ukrainienne de communiquer entre elles. Okay. Sauf que des analyses un peu postérieures. Alors moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur l'angle vraiment très technique de cette affaire. L'analyse postérieure, ça a démontré que ça a beaucoup bavé sur le reste de l'Europe, mais ils ont lancé l'attaque un peu trop en avant. Donc, vu que c'était un lien un peu de ce qu'on appelle de sauvegarde, de backup, si d'autres liens, les liens Internet ne fonctionnaient plus, eh bien, ça fait il y a eu quasiment aucun impact en Ukraine. Donc, ils ont raté leur cyberattaque ? C'est ça, parce que les modems n'étaient pas branchés. D'accord, très bien. Donc, on a eu énormément, par exemple en France, d'abonnés, voire même d'entreprises, quelques OIV, etc., de toucher. C'était un que OIV, on peut rappeler ce que c'est. Alors, un opérateur d'importance vitale, c'est une entreprise qui est stratégique pour la nation. Il peut y avoir dans le secteur de la santé, de transport, défense, etc., etc. Énergie, beaucoup. Énergie, oui. Et donc, on a eu quelques OIV qui ont eu des modems cramés, mais par exemple, en Allemagne, il y a eu des fermes entières d'éoliennes qui se sont retrouvées coupées d'Internet, donc des systèmes industriels à cause de cette attaque. Donc ça a fait un flop en Ukraine. Par contre, l'Europe s'est retrouvée un peu en difficulté. Certains opérateurs européens. À côté, on a eu une autre attaque assez intéressante. C'est pareil, le même jour, on a des attaquants étatiques qui ont saboté ce qu'on appelle des core routeurs de télécommunications. C'est-à-dire, c'est vraiment le maillage sur lequel se base Internet. Et donc, là, ça nécessite en fait, donc il y en avait 50, 59, ça nécessite vraiment un accès physique pour aller réparer ce routeur qui a été saboté, voire même des fois, on peut dire le changer. On a eu ces 2 attaques, donc plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle a provoqué la deuxième attaque ? Elle a coupé Internet sur, alors pas des régions entières, mais certains routeurs ont été inopérants. C'est pour ça que Elon Musk s'est mis à déployer Starlink au-dessus de l'Ukraine parce qu'ils n'avaient plus Internet. Ça a un lien ou pas ? Alors non, ils ont toujours eu Internet. Okay. Les opérateurs de télécommunications ukrainiens sont très créatifs pour apporter Internet. Le coup d'Elon Musk, c'est évidemment un coup publicitaire et commercial. Je pense qu'il a été un peu poussé aussi par la Maison Blanche. Mais les Ukrainiens savent se débrouiller quand il s'agit on parle beaucoup de culture du hacking, notamment dans les pays de l'Est et la sphère d'influence russophone, etc. Dans les pays de la CEI, etc. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'avec 3 bouts de ficelle, ils arrivent à réparer des réseaux télécoms et ça a été prouvé, cette résilience du réseau ukrainien durant
durant cette crise qui n'en finit pas, et c'est plus qu'une crise, c'est une guerre. Donc on a eu des belles attaques au départ, et ensuite, plus rien. Des petites attaques, donc toujours des wipers sur quelques réseaux, par-ci par-là, avec un peu des coups d'épée dans l'eau, quoi. Avec l'objectif toujours d'empêcher de communiquer, c'était vraiment le C'est cœur du sur sujet. certains réseaux informatiques, ils ont déployé des wipers, mais sans véritable stratégie. On s'est dit, tiens, c'est assez improbable. Pourquoi ce qu'on pensait être la meilleure des forces, plutôt l'une des meilleures forces en cyber, on ne sait pas. Alors il y a plusieurs explications. On peut les énumérer. La première, c'est un manque d'opérateurs. Quand on fait une attaque informatique, il faut des gens derrière les claviers pour faire les attaques informatiques. Et une attaque informatique, ça ne se fait pas en claquant des doigts, surtout sur des réseaux assez stratégiques, etc. Il y a beaucoup de reconnaissance. Il y a beaucoup de reconnaissance, etc. Des fois des mois auparavant, voire même des années. Il faut du prépositionnement. Un réseau informatique également, ça bouge, c'est-à-dire que c'est pas fixé dans le temps, il y a des mises à jour de logiciels, de routeurs, etc. Ça nous amène à une deuxième explication. Il y a eu les États-Unis qui ont fait ce qu'on appelle des unforward operations, c'est-à-dire que ils sont allés voir les Ukrainiens, tant des partenaires privés et publics, c'est-à-dire les géants d'Internet de type Amazon, Microsoft, etc. Ils ont décidé de sauvegarder tous les réseaux un peu stratégiques ukrainiens dans le cloud. Donc on a balancé des réseaux dans le cloud, et évidemment on va wiper, on va saboter des réseaux qui de toute façon les données sont déjà parties à l'étranger, donc il n'y a plus rien, on va dire, à saboter. Et on a aussi ces fameuses opérations d'aide des États-Unis, de la part aussi de la NSA ou de l'US Cybercom, où là, c'était vraiment d'aider le gouvernement ukrainien à faire face et à passer avec des équipes, on va dire, de pen testing, de red team, pour voir, quelle est votre surface d'attaque, et on va vous aider à vous sécuriser en prévention de cette guerre. Il y a très peu d'informations qui sont sorties sur ces opérations. L'une qui est sortie dans les médias, mais on ne sait pas encore si c'est du unforward ou pas, mais c'est quand même très, très bizarre, c'est juste... peu après la guerre, les États-Unis ont décidé d'éteindre ce qu'on appelle un botnet. C'est un réseau d'ordinateurs ou de box internet, on va dire, compromises. Et c'était le botnet associé au GRU. Donc le GRU, c'est un service de renseignement russe. Et donc ça limitait en fait les capacités du GRU, parce que le botnet, c'est des dizaines de milliers de routeurs qui étaient infectés de par le monde, qui leur permettaient de mener des attaques. Ça a été totalement désinfecté par les États-Unis. Voilà, c'est typiquement, c'était ce qu'on appelle l'épisode Cyclops Blink, c'est le nom de ce botnet qu'il y avait à cette époque. Donc les États-Unis ont quand même beaucoup impacté sur la minimisation justement de cette guerre cyber, j'ai l'impression. Ils ont joué un grand rôle. Ils ont joué un grand rôle, et c'est très intéressant de voir aussi ces acteurs privés. Ce qu'on se dit généralement, les histoires de guerre entre États, de crise entre États, ça se règle qu'entre États. Et là, on voit vraiment des acteurs privés qui s'investissent réellement. Là, je parlais de Microsoft ou Amazon, mais on voit aussi du Facebook ou autres qui, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, ces histoires d'espionnage, d'attaque, de sabotage, etc., ça restait dans l'ordre de confrontation entre États. Et aujourd'hui, des acteurs publics arrivent et des fois ont beaucoup plus de renseignements même que des acteurs étatiques. C'est-à-dire que des géants d'Internet, des énormes éditeurs d'antivirus, etc., ils ont beaucoup de télémétrie, et donc des fois, ils voient beaucoup mieux qu'un pays avec ses propres capacités d'interception, par exemple. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, on avait l'impression que les Russes étaient très fortes, ils étaient prêts à attaquer, on s'attendait à une explosion des cyberattaques, et finalement on se rend compte que non, le dessous des cartes, c'est pas ça du tout la réalité. Ils sont pas aussi forts que ce qu'on pense à la base, du coup, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Alors ils sont pas aussi forts, ils sont quand même très... ça va. Ils ont des belles personnes. Peut-être qu'elles sont pas forcément dans ces services-là. C'est-à-dire que peut-être qu'elles sont juste dans des entreprises privées, et que ces personnes suivent pas tellement le mindset que voudrait le Kremlin pour les recruter dans les services de renseignement. Après, si, on a eu des très belles attaques il y a quelques années liées à la Russie, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a vraiment un manque d'opérateurs pour mener ces phases de prépositionnement, de reconnaissance, d'attaque, etc. Et voilà. Et donc, quand on a
pays à compromettre, parce que là, c'est des dizaines de réseaux, on peut pas, parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre réellement pour le faire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.